On va parler d'une force puissante qui façonne notre monde. Une force qui, au fond, explique pourquoi les cartes ressemblent à ce qu'elles sont et qui peut décider du destin de millions de personnes. Cette force, c'est la géopolitique. La question de départ, elle est simple, mais elle est essentielle. Comment se fait-il que dans notre monde qu'on dit interconnecté, globalisé, des lignes parfois quasi invisibles sur une carte puissent encore déclencher des conflits aussi violents? C'est une question fondamentale. Et la réponse, elle tient en un seul mot, la géopolitique. C'est ça. C'est le moteur souvent caché derrière les crises internationaux. C'est une lutte, parfois subtile, parfois brutale, pour le contrôle de l'espace, des ressources et au final, de l'influence. Bon, alors, allons-y. Pour comprendre ces dynamiques, il faut d'abord poser les bases, définir précisément de quoi on parle. La géopolitique, concrètement, qu'est-ce que c'est? Voilà la définition un peu formelle. Mais en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la géopolitique, ce n'est pas juste regarder des cartes. C'est étudier les rivalités entre puissances pour le contrôle d'un territoire. C'est analyser comment la géographie, une montagne, un fleuve, un accès à la mer, va influencer la politique d'un État. Et ça, à toutes les échelles, du petit conflit local à la grande confrontation mondiale. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée, elle ne date pas d'hier, loin de là. Les tout premiers théoriciens, comme le géographe allemand Ratzel, voyaient ça de manière presque biologique. Pour eux, un État, c'était comme un organisme vivant, qui a besoin de son Lebensraum, son espace vital, pour respirer, pour grandir. Un concept qui, on le sait, a été tragiquement détourné par la suite. Alors, pour analyser toutes ces rivalités, la géopolitique a sa propre boîte à outils, des concepts clés qui permettent de décrypter les relations internationales. Voyons ensemble quelques-uns des plus importants. Le pouvoir, en fait, il a deux visages. D'un côté, il y a le hard power, la manière forte, si l'on veut. C'est la puissance militaire, les chars, les porte-avions. Et c'est aussi la puissance économique, les sanctions, la pression financière. Et de l'autre, il y a le soft power, beaucoup plus subtil. C'est la capacité de séduire, d'influencer sans contrainte, par la culture, les idées, l'attrait d'un modèle de société. Les grandes puissances, évidemment, jouent en permanence sur ces deux tableaux. Voilà un concept absolument crucial pour comprendre pourquoi tant de frontières sont contestées, l'irrédentisme. C'est cette idée, cette volonté de récupérer ce qu'on appelle des terres irrédentes, c'est-à-dire des territoires perdus qu'un peuple considère comme siens pour des raisons historiques ou culturelles. C'est une force émotionnelle et politique extrêmement puissante. Mais attention, le pouvoir ne se joue pas uniquement sur la terre ferme. Loin de là. Cette citation de l'amiral américain Alfred Marran résume parfaitement une autre dimension fondamentale de la géopolitique. Depuis des siècles, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, le contrôle des mers, c'est la clé de la domination mondiale. Et ça a donné naissance à un immense débat stratégique. D'un côté, la théorie du Heartland, du cœur du monde. Pour dominer la planète, il faut contrôler l'immense bloc continental eurasiatique, quasiment imprenable par la mer. De l'autre, la théorie du Rimland qui dit non, pas du tout. L'important, c'est de contrôler la frange côtière qui entoure ce bloc. C'est là que le pouvoir maritime peut encercler et étouffer le pouvoir terrestre. Ce débat qui a plus d'un siècle est plus que jamais d'actualité. Bon, assez de théorie. Voyons un peu comment tout ça s'incarne sur le terrain. Parce que les frontières, ce ne sont pas que des lignes abstraites. C'est là où les identités, les peuples et le pouvoir entrent en collision. Et souvent de manière dramatique. Le cas des Kurdes est sans doute l'une des illustrations les plus tragiques de ce phénomène. On parle de l'une des plus grandes nations au monde sans État souverain. Leur territoire, leur culture, leur langue, tout ça a été découpé par des frontières tracées par les puissances coloniales sans aucun égard pour leur histoire. Résultat, ils sont divisés entre 4 pays et souvent victimes de politiques de répression. Leur quête d'autonomie est donc un enjeu géopolitique majeur au Moyen-Orient. Le Haut-Karabakh, c'est un autre exemple terrible de la mémoire longue des frontières. Une simple décision administrative à l'époque soviétique a créé une véritable bombe à retardement. Une bombe qui a explosé après la chute de l'URSS et qui a provoqué des décennies de guerre. Et on voit bien ici comment l'évolution de l'équilibre des forces, notamment la puissance économique de l'Azerbaïdjan grâce à ses hydrocarbures, a fini par sceller le sort de la région. Allez, on quitte la terre ferme pour prendre le large. Parce que les océans, qui étaient autrefois vus comme des espaces de liberté quasi infinis, sont aujourd'hui au cœur des nouvelles batailles géopolitiques. Ce sont les nouvelles frontières. Alors, pour essayer de mettre un peu d'ordre, la communauté internationale a établi des règles du jeu, avec la Convention de Montego Bay. En gros, elle découpe la mer en tranches. Près des côtes, c'est la souveraineté quasi totale de l'État. Plus on s'éloigne, plus la liberté est grande, jusqu'à la haute mer qui appartient à tout le monde. Mais le point absolument crucial, c'est la zone économique exclusive, la ZEE. C'est elle qui donne aux États le contrôle des ressources, pétrole, gaz, poissons, sur une zone immense.
Et justement, aujourd'hui, le centre de gravité de la géopolitique mondiale s'est déplacé. Il est là, sur les mers. C'est dans les océans Indien et Pacifique que se joue la grande rivalité du XXIe siècle, notamment entre la Chine et les États-Unis. C'est une lutte pour le contrôle des routes commerciales, des ressources, des points de passage stratégiques, une version moderne de la bataille entre la terre et la mer. En fin de compte, si on devait résumer, la géopolitique, c'est une histoire de rivalité qui ne s'arrête jamais. Elles changent de forme, elles changent de lieu, mais elles sont toujours là, dans un monde en perpétuel mouvement. Et dans ce contexte, un concept est devenu absolument central, celui de l'État failli. C'est quand un État s'effondre, quand le gouvernement ne contrôle plus rien, eh bien, la nature ayant horreur du vide, ces territoires deviennent ce qu'on appelle des zones grises, des espaces de non-droit, où toutes les puissances régionales ou mondiales viennent avancer leurs pions et se livrer à des guerres d'influence. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question qui regarde droit vers l'avenir. Le changement climatique est en train de redessiner la carte du monde, littéralement. Il ouvre de nouvelles routes maritimes en Arctique, il rend accessibles de nouvelles ressources. La question n'est donc pas de savoir s'il y aura de nouveaux conflits, mais plutôt où se situeront les prochains points chauds de la planète. Et la réponse à cette question, eh bien, elle définira le siècle à venir.